Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Santikos. Vous l'avez peut-être remarqué sur la miniature, nous sommes à bord du Richelieu, nous allons être à bord des cuirassés français de tiers et de rang 8 en bataille classée, donc voir comment se servir des cuirassés français en bataille classée, essayer d'analyser pas tant la game, la stratégie générale de l'équipe, même s'il y aura quelques commentaires à chaud dessus en cours de bataille, mais surtout voir et essayer de faire un focus sur la manière de se servir au mieux des qualités des deux cuirassés français tier 8 qui sont éligibles en bataille classée, c'est-à-dire le Richelieu et le Gascogne. Le Gascogne qui est un premium, qui est légèrement agencé légèrement différemment. Et on va se poser la question de savoir si ça se joue vraiment différemment ou s'il y a des stratégies et des parties de la stratégie qui sont de l'utilisation de ces deux cuirassés qui sont semblables. Alors, on commence par le Richelieu. C'est parti. Et nous sommes partis. Alors, nous sommes dans une partie en bataille classée, sur la carte Mer de la Chance, à bord du Richelieu, du capitaine Konyam, qui est un de mes followers, un des followers de la chaîne, un monsieur qui fait pas mal de commentaires très intéressants. Je suggère de lire ses commentaires, ils sont pleins de bon sens et parfois plein d'informations. À bord d'un Richelieu qui n'affectionne pas plus que ça, il lui reproche une certaine absence de précision au niveau du tir. Néanmoins, il a ses qualités, et lui, le Richelieu, comme vous allez le voir, enfin c'est comme ça qu'il m'a débriefé en quelque sorte, il ne l'utilise pas comme tourelle flottante façon Dunkerque. D'ailleurs, son Dunkerque non plus, il n'aime pas l'utiliser comme ça. Pour lui, il faut que le Richelieu doit jouer sur l'accumulation de deux choses, sa puissance de feu et sa mobilité. Alors là, oui, c'est assez exceptionnel. Le Bismarck qui frôle le Richelieu sans se préoccuper le moins du monde de savoir s'il va le heurter ou pas. C'est un manque de respect, de fair play, ou je sais pas comment le dire. Donc là, il se précipite. Pour ceux qui ont fait les batailles en guerre de clans, c'est une map qui est assez connue en guerre de clans. Alors là, on a quand même un magnifique. On a quand même. Les rouges ont quelques artistes qui se distinguent. Le Norska qui se met de flanc. Les trois cuirassés, le Bismarck et le Richelieu. Alors, je ne vais pas présenter l'équipe. Shokaku en pantalon pour les verts, et un très joli coup là, boum, taillé bien, 9000. North Carolina, Richelieu, double Bismarck, un seul croiseur, le Mogami, et Natasho en sol et 8 DD. En face, ils ont un Lexington, North Alabama, Capiz Bismarck, Kutuzov, seul croiseur, et Kagero, seul DD. Regardez le tir de Natasho, Citadelle, et ben quoi, pas mal du tout. Citadelle, là aussi sur un navire qui s'était un peu mis de flanc. Alors là, il garde Norska en ligne de visée, en Norska qui veut aller prendre C et qui est accompagné de Capiz. D'ailleurs, on remarque que la flotte rouge est peut-être un petit peu... c'est partagé en deux groupes. C'est moins évident sur la minimap, mais on voit clairement qu'il y a deux groupes de cuirassés qui veulent contester, qui veulent s'imposer. Alors les rouges ont capé, le Kagero a capé A et B. Non, B n'est pas pris. B n'a pas été pris.
Et reboum à nouveau. Pour l'instant, tout va bien. 33 000 de dégâts et un North 4 très complaisant. Le Tirpitz ira la chute. Et j'ai comme l'impression que le Tirpitz Alerte incendie. va être à la prochaine cible. Il est quand même un petit peu en paix. C'est pas évident. Samine, un petit Samine. Ils ont perdu, les rouges ont perdu leur DD. C'est extrêmement... Bah c'est embêtant quoi. Le Kutuzov, alors là effectivement... il va falloir lui mettre quelque chose, mais le Kutuzov disparaît. Et par contre le Tirpitz c'est vraiment très complaisant. Les dernières torpilles du Kagero. Ah mais non, c'est peut-être celle du Lexington qui vient de couler un Bismarck, et donc la situation est plutôt équilibrée pour les rouges. Lexington qui a fait son kill. Le North Carolina est en train d'essayer de rentrer dans C. Il a un pied, ouais, peut-être un pied et demi dans C. Il est en train de casser. Et pour Konyam, le problème, c'est qu'il y a le Kutuzov d'un côté et le Tirpitz. Et qu'il l'empêche de rentrer dans comment dirais-je, dans le B, aller chercher B. Donc je pense que Konyam décide d'aller flanquer l'Alabama. Et là, vous voyez que la vitesse de Richelieu, c'est plutôt sympa, lui a permis de redémarrer. Mais l'Alabama, ça risque d'être un combat assez épique. Ils ne peuvent pas trop se permettre, RAM, d'échanger cuirassé pour cuirassé, ils en ont déjà perdu un. Donc je pense que Konyam va probablement éviter le RAM. D'ailleurs, on voit que clairement, il essaye de tourner, d'éviter le... Par contre là, bon bombe. Ouais, Citadelle. Et 23 000 qui ont été enlevés d'un coup à l'Alabama. Et pourtant il lui reste plus que, allez, un petit tiers, un tiers de ses points de vie. L'Alabama est un poil mieux loti, par contre il tourne parce qu'il y a les torpilles du Lexington. Et le Lexington vient de le bouffer. Shokaku a coulé le Tirpitz. Là il est en train, oui c'est intelligemment joué, ça parce qu'il est en train de flanquer maintenant le Bismarck. 16 000. Il a fait des très très gros dégâts, mais oui c'est la vitesse, c'est l'intérêt du Richelieu, c'est de jouer... Il a tourné, il s'est retrouvé de flanc. Alors le Tirpitz qui embêtait beaucoup Konyam a été coulé. Donc maintenant, effectivement, il s'agit de sortir ce Bismarck-là. Et allez donc, gros calibre. À ce moment de la partie, ça arrive vite. Hein. Il reste encore gros calibre, c'est 8 minutes de partie quand même. Hein. Preuve que les sabres ont été particulièrement efficaces. Mais là, on a quand même un Bismarck qui se moque éperdument de ce qui se passe sur son flanc. Et de nouveau, voilà, il s'est 11 000 de plus. Et le Richelieu vient après avoir tourné à toute allure. Il a abandonné l'Alabama, il ne s'est pas occupé, alors que l'Alabama lui vient de couler le Shokaku. Ah, ça, c'est embêtant. Espérons que la Zachio, qui est tout près de le flanquer, l'Alabama, va pouvoir le sortir. L'Alabama, il ne reste plus beaucoup de points de vie. Et là, ils ont perdu le porte-avions, c'est très embêtant. Boost des moteurs désactivé. Et là, il cap A et B en même temps. Voilà, A a été capturé. Ils ont encore 200 points de retard. Hein. Il attend que l'Alabama se mette de flanc complètement. Il attend surtout de recharger, bien sûr, mais là,
Là, une salle, ouais, bon, celle-là, elle devrait être bonne. Voilà. Il sort l'Alabama. Et il tire à la secondaire sur le Norska qui est... Le Norska qui n'aura pas réussi. Alors il capte B maintenant. Et le Norska, lui, n'aura pas réussi son entreprise de capturer C. Il a été coincé tout le long. Et le Bismarck le sort. C'est une... Mais dans la foulée, le Lexington sort le Bismarck. Allié. Ça va très vite. Hein. Alors il ne reste plus quand même que... Ben, on en est à 3-3. Mais avec 150 points de retard pour l'équipe verte, qui a maintenant les deux caps, et qui va probablement pouvoir... s'intéresser à C et au Kutuzov. Le Kutuzov est resté campé. Voilà, le Mogami a sorti le Bismarck. Le Kutuzov est resté tout le long, à peu près au même endroit. Alors même si le Lexington a fait 2 kills, d'après Kogan, il considère que c'est pas si bon joueur que ça. J'en accepte l'augure, je lui fais confiance en tant qu'accomplissement. Kutuzov qui joue sa partie, hein, même s'il est un petit peu... Là, il prend des risques, mais non, il a plus grand chose à perdre. Hein. Il a un cuirassé, un croiseur bien pleine peau et l'Azaccio. Et le cuirassé va chercher C. Le Mogami qui annonce qu'il a fait 120 de dégâts, alors que quand on voit les dégâts qu'a fait le Richelieu, 130K, on se dit qu'on a quand même un gros potentiel pour les deux survivants, verts. Mogami qui a joué le rôle de bateau-croiseur, c'est très instructif pour le rôle du croiseur, cette bataille. Même si c'est pas probablement pour ça qu'il l'a envoyé, mais moi j'apprends beaucoup à rien qu'à regarder comment les croiseurs sont positionnés. Ils n'ont pas forcément été mobiles. Enfin, le Kutuzov a joué plus... il a joué safe derrière et a tiré d'ailleurs beaucoup sur le Richelieu. Maintenant, c'est la particularité. Ce qui est étonnant, c'est qu'on aura vu une bataille où le cuirassé a capé les 3 caps. Donc il est utile de vous dire que ça va lui faire des points d'XP. Le Lexington, on voit surtout cette personne. Le Kutuzov, voilà, oui, le Kutuzov fait un peu n'importe quoi là, en flanc. C'était naturel. Hein. Croiseur ennemi coulé. Pourquoi tirer sur le Richelieu alors qu'on est de flanc et que le Richelieu n'a rien eu à se mettre sous la dent pendant les 2 dernières minutes? C'est un petit peu n'importe quoi. 146 lignes de dégâts. Et maintenant, il va falloir aller chercher le Lexington, à condition bien sûr que le Lexington, le Lexington envoie un bombardier, donc on peut à peu près anticiper son emplacement de long, enfin, quelque part dans la colonne 6, je présume. Une bataille intéressante par bien des côtés à ressembler en termes de tactique à ce qui se passait dans les guerres de camp. C'est un peu pour ça aussi que j'ai apprécié cette bataille. Parce qu'on a vu une position qui était assez semblable et une tactique assez semblable à ce qui se passait dans la guerre de camp. Sauf que le Nord-Star rouge a omis de pousser, et d'ailleurs s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il ne pouvait pas probablement. Il n'a pas osé, mais bon. Là, la bataille a complètement changé là, mais évidemment, c'est pas le Lexington qui a tout seul qui va renverser la vapeur. Il en est quand même à 13 avions détruits. 14. Et apparemment, le Lexington
Et voilà, alors là c'est intéressant parce que il y a comment dirais-je, le Mogami qui a annoncé qu'il allait complimenter le Richelieu et le Shokaku. Considère que c'est les deux meilleurs joueurs de l'équipe et probablement le Shokaku a tenu une partie de la game en tout début jusqu'à sa destruction. Et il a été, voilà quoi, le Shokaku a peut-être été un peu victime de son style de jeu, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu quitter la flotte. Résultat des courses, bah, il s'est fait rattraper par un Alabama qui qui s'est fait plaisir, mais qui n'a pas emporté en paradis. C'était une bataille intéressante. Je remercie Cognam de l'avoir fourni parce qu'elle est intense d'abord. On a vu un peu de tout, on a vu Richelieu un petit peu dans tous ses états, capable de tanker, capable de rester en tourelle flottante pendant quelques instants, capable de se relocaliser, tourner à très grande vitesse autour de l'île pour aller chercher les caps. Je pense que c'est vrai qu'il a raison quand il me dit que c'est véritablement comme ça qu'il faut le jouer, c'est-à-dire que c'est un navire qui se joue en flanqueur, et il faut vraiment contourner les ennemis, profiter de sa vitesse et ne pas avancer à mi-vitesse. Parce que j'ai un peu tendance à le faire, moi, quand je joue le Richelieu, je joue un peu comme le Norska. Et même, je crois que le Norska, il ne faut pas le jouer comme ça, mais bon. Allez, on va essayer d'atteindre les 150K. S'il le touche là, il devrait l'atteindre. Voilà, 150K. Il reste 4 minutes. Le pauvre Lexington va avoir bien du mal à éviter la mise à mort. En 4 minutes, ils vont bien arriver à la ballon, fin de la bataille. Il a manqué les points, il y avait les points. Ça fait 8 points. Retour au port. Retour à bord du Richelieu. Le Richelieu avec son camo de la pucelle d'Orléans que je trouve absolument splendide. Pas forcément très roleplay, mais tout à fait splendide. Alors, c'est pas mon Richelieu qui était en action, bien sûr, mais moi j'en profite pour faire de l'auto-publicité sur mon Richelieu que je trouve très beau. Allez, les écrans de bataille, c'était une bataille très instructive et assez folle. 154 dégâts, ce qui est tout à fait correct. Hein. Un gros calibre, dreadnought, soutien, 49 coups au but, 14 avions abattus, 2 navires coulés, 3 citadelles, 3 bases défendues, 3 bases capturées, 63 coups à la cible, preuve que le Richelieu, il faut l'amener au contact malgré tout. Il a remporté 6278 points d'XP, 314 XP libres. Alors, si on fait un petit tour en termes de... vous voyez que c'est assez énorme, hein, 2790 points d'XP de base. Et le Mogami, 2025. Les deux ont fait vraiment un énorme boulot. Et le Mogami qui a félicité le Shokaku, qui finit troisième, le Mogami a fini second. Avec 2 kills, ils ont fait une partie de furieux. L'Azashio était peut-être un peu en dessous. Et le pauvre Bismarck, enfin les deux Bismarck n'ont pas franchement... j'ai pas eu l'impression qu'ils étaient dans leur rôle. Il y en a un qui a coulé assez loin de la bataille. Ils n'étaient pas franchement à tanker, ce qui est un petit peu surprenant, mais on va pas critiquer. Ils ont remporté une large victoire. On va pas chercher quel était le point faible de leur équipe. En face de Tirpitz et Norska ont été très complaisants en montrant leur flanc pendant un bon moment. Le Kutuzov a été dans son rôle, même si je l'ai trouvé un peu en retrait. Il aurait peut-être pu accompagner le node de Tirpitz pour caper, poser une smoke, peut-être à ce moment-là, parce que le Kagero ayant été sorti assez rapidement, et regardez que le Kagero, qui est le premier à avoir été sorti chez l'ennemi, finit quand même en milieu de tableau. Hein, preuve que, bon, il a... Hein, c'était une... Preuve que les survivants n'ont pas fait grand-chose à côté. Le Kutuzov a été l'un des derniers tués, puisque s'il y a eu le Lexington n'a pas été tué, le Kutuzov l'avant-dernier tué, et le Kutuzov finit après le Kagero. Le Norska qui a tanké comme un malade pour obtenir un des points de Capi qu'il n'a jamais obtenu, n'a fini avant-dernier, preuve qu'en fait il n'a pas tanké tant que ça. Il a dû rester aussi caché que possible pour éviter
pour éviter d'avoir des ennuis. C'est, voilà, c'est compliqué. Alors, en termes de dégâts sur le Kuznetsov qui en a reçu le plus, pas tout à fait plus. Donc, 40 700. Il y a le Bismarck qui en a pris 48 400. 24 000 sur l'Alabama qu'il a croisé. Le Norska 19 000, l'Interpide 12 000, le Lexington 3 000. Il a tiré pour l'essentiel à la paix, en faisant l'essentiel de ses dégâts, ça a été fait à la paix, 149 479. 700 points de dégâts faits à la secondaire. Il a parcouru, ça c'est intéressant, 51 000 mètres, oui. 51 km 84. Bon, donc il a été très mobile pour un Richelieu. Les points de capture, il a quand même réussi 116 sur 121. Donc qui a quasiment tous les points de capture. Il a tanké pour 1,5 million, ce qui est tout à fait correct pour un cuirassé. C'est dans la norme, on va dire, c'est dans la norme du Richelieu. On n'oublie pas quand même qu'on est en tier 8, on est en bataille classée. Donc si vous utilisez vos navires comme ils doivent être utilisés, les cuirassés vont forcément dépasser le million en termes de dégâts potentiels. Voilà pour cette bataille. Nous revenons, voilà, au Richelieu. Et sans transition, on va basculer sur la seconde bataille entassée, donc celle avec le Gascogne. Et c'est vrai qu'a priori on peut se demander comment peut-on envisager le même type de gameplay entre deux navires qui ne sont pas du tout le même agencement des tourelles principales. Eh bien, la réponse dans la suite de cette vidéo. C'est parti. Et c'est parti. Alors, nous sommes sur la carte voisin. Il y a 3 points de cap ABC qui forment un triangle dont la base est AB. Nous sommes à bord du Gascogne de Starcad, le responsable de mon clan. Starcad qui est dans un cuirassé qu'il affectionne particulièrement et qui est en quelque sorte un avatar du Richelieu, dans le sens où d'abord c'est un premium du même rang, mais au lieu d'avoir les 2 tourelles à l'avant, il y a une tourelle de chaque côté du château. Alors, la composition des équipes tout d'abord. Lexington contre Lexington. Ok. Chez Starcad, ouais, dans l'ensemble des équipes, c'est 3 cuirassés, 2 croiseurs, 1 destroyer. Dans les 2 équipes, c'est la configuration qui a été choisie. North Carolina, Gascogne, Bismarck contre chez l'ennemi Alabama, Bismarck qui. Entre les 2 croiseurs, Edinburgh et Charles Martel contre Charles Martel et Mogami. Intéressant. J'ai tout de même l'impression, même si l'Edinburgh est assez coriace, j'ai tout de même l'impression qu'il y a un petit avantage en termes de croiseurs pour les rouges. Kagero contre Kagero. Grosso modo, je dirais que les rouges ont quand même, a priori, peut-être un petit avantage. Je considère l'Alabama comme meilleur que le Norska, mais ça n'engage que moi. L'Alabama est beaucoup plus précis que le Norska. Gascogne, voilà, Bismarck. Gascogne, contre qui, là, ça se discute. Je ne connais pas assez ces 2 navires pour savoir s'il y en a un qui joue dans la cour des grands et pas l'autre. Bon, premier tir du Gascogne. Vous voyez, le truc, c'est que pour Starcad, le Gascogne se joue de façon mobile. Il n'a pas de choix. S'il veut le jouer en tourelle flottante, il va être obligé de présenter qu'une seule tourelle, donc il perd 50% de sa capacité offensive. De plus, c'est un navire qui est assez rapide. Et il a une bonne défense entière, comme vous pouvez le constater, il se défend déjà. Il a déjà tanké pour 210 000. Allez, on renvoie des avions. Starcad s'en occupe. Là, il tourne un peu brusquement, donc il va être obligé de se servir qu'une seule tourelle. Le concept est le même, c'est-à-dire les 2 équipes capent pratiquement sous le feu l'une de l'autre. A noter que probablement le destroyer ennemi est allé caper dans C, alors que toute équipe de Starcad, elle, a négligé le point C, se contente de se regrouper autour et dans B.
Et de tente de faire le maximum de dégâts sur l'équipe ennemie. Pas forcément facile. Est-ce que, voilà, il cherche... je pense que oui. Ouais, et il anticipe le redémarrage du Bismarck. L'idée est bonne, hein. Et sa deuxième nouvelle épaule, de Lexington, pardon. Cette fois, c'était lui qui était quand même en première ligne, il recule. Il n'a aucune raison de rester dans B. B a été capturé. C'était pas, il était en première ligne avec un autre cuirassé, c'était le North Carolina. Charles Martel qui prend de gros risques, en venant comme ça. Mais un moyen de faire autrement, la portée du Charles Martel ne lui permet pas de jouer en seconde ligne. Maintenant, alors c'est vrai qu'il y en a un qui dit carrément qu'il faut pousser. Et c'est vrai que l'ennemi ayant deux caps... alors a priori c'est un croiseur. Il y a un croiseur adverse, c'est le Mogami qui est parti sur C et qui essaie de flanquer les ennemis. Alors je suppose que le DD doit être dans le coin. C'est pas une partie facile, mais là le Charles Martel risque de sortir. Pas une partie facile. Voilà. Et il a fait premier sang. On a détruit un croiseur ennemi. On ouvre le bal. Alors là, les ennemis ont tout simplement décidé... Ils ne sont absolument plus coordonnés. Vous avez des cuirassés qui partent sur la gauche. Enfin, je parle des ennemis, oui. Et le Ki est allé renforcer le dispositif avec le Mogami et probablement le DD. Mais ils sont en train de se débander parce que tout simplement... North Carolina, Kagero, Edinburgh sont en train de pousser sur A. Intelligemment, Starcade a interrompu son mouvement, ne contournera pas l'île et vient se mêler à sa flotte. Il y a effectivement quelque chose à faire sur le Ki là-bas, qui est quand même sacrément... qui a perdu beaucoup de vie, qui reste flanqué. Le Ki est sorti de Kagero. Ah, ça c'est ballot. Enfin, il reste quand même de flanc très complaisamment, le Ki. Voilà, avec une citadelle à la clé. Voilà, Gascogne qui est toujours en mouvement. Vous avez remarqué qu'il s'est arrêté que quelques instants. Maintenant, il va passer sur le Mogami. Il essaye de protéger son Richelieu. Spoté. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où se trouve le Kagero ennemi. Il peut très bien avoir été en train d'être devant le Mogami. Ça peut-être tiré peut-être un peu. Ouais, il a tiré. Je le voyais un peu en arrière, mais il semble qu'il était plutôt en avant. Et encore une fois, vous voyez, l'aviation d'un l'entière, que ce soit l'entière du Gascogne comme celle du Richelieu dans le sens assez bonne. Pour l'instant, on est toujours à 2 kills pour l'équipe de Starcade contre 1 pour l'adversaire. Starcade qui a essaye d'interdire au Mogami de s'approcher. Et le Gascogne a largement les moyens de faire entendre sa voix. Voilà les torpilles. Alors elles sont... Mogami qui s'est arrêté. Et probablement sur le point de passer en marche arrière. Il n'avait pas prévu que le Gascogne lui ferait face. Résultat, voilà, ça commence à douiller pour les routes. Attention, là. Intéressant de voir ce que... Et Citadelle. Le Mogami est en train de se faire découper en rondelles. Sa seule chance, c'est de faire demi-tour, mais est-ce qu'ils ont... Alors, je pense qu'il est trop... Je pense qu'il y a quelque part un peu dans sa tête perdu la partie, déjà. Il s'en fiche un peu, il cherche plus à rester... à se sauvegarder, et Starcade devrait le finir à la prochaine salve.
Non, c'est pas lui, c'est le Charles Martel qui l'a fini. Charles Martel, alors est-ce que Starcade, ouais, Starcade va aller chercher ses... On n'a toujours pas vu le Kagero ennemi. Il est spoté... Ah voilà, ça y est, on le voit. Donc là, tel qu'il est, je parierais pour lancer le torpille sur moi. On doit bien anticiper de toute façon. Ah non, le lâcher de torpille, c'est pour le l'Edinburgh. Torpille. Là, c'est torpille du Kagero, du Mogami, qui arrive avec un peu de retard. Ouais, c'est ça, c'est le set du Mogami, ça. Ah oui, joli rame. Norscar contre Bismarck, pas très intelligent pour les rouges, mais je pense que les rouges quelque part ont abandonné à partir. On cherche maintenant à optimiser ses propres dégâts pour ne pas paraître ridicule et essayer de finir premier de son équipe. Vous savez que le premier en ranked ne perd pas d'étoile. Tous les autres perdent une étoile. Donc là, de toute façon, il n'y a plus de partie. Même si l'écart est de 10 points. Enfin 8 maintenant, parce que toujours le même principe. Les bases, les rouges ont deux bases. Le Kagero, voilà, c'était un petit lâcher en four. Je vais sortir l'Alabama parce que là les rouges sont repassés devant. Et c'est relativement injuste parce que là l'équipe de Starcade a fait le boulot quand même. Troisième kill, voilà. Cuirassé ennemi coulé. Donc maintenant, hop, de nouveau une centaine de points d'écart. Il ne reste plus que le Lexington et le Kagero. Boost des moteurs désactivé. Même si la bataille ne fait bien sûr plus aucun doute, il vaut mieux quand même prendre un cap parce que l'écart n'est pas si... Ah ben en plus, le Lexington a coulé le Bismarck. Donc, ils sont repassés devant, les rouges, avec seulement 2 navires contre 4. Comme quoi, faut intégrer quand même. Hein, l'abandon du troisième point ne peut pas se faire à la légère. Il anticipe un redémarrage du Lexington vers l'avant, hein, et c'est bien anticipé parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Bravo. Un petit 1000 points. On n'a pas eu d'optimisation des dégâts. Starcade a plutôt fait des dégâts qualitatifs que quantitatifs dans cette bataille. Il a surtout cherché à faire les dégâts essentiels sur les ennemis les plus dangereux ou les mieux placés pour lui. Il n'a pas cherché forcément à tanker, à aller chercher le cuirassé qui était le plus proche. Seulement 1 million en tanking, ouais, 1 million 100, c'est bien, c'est 1 million, hein, c'est déjà 1 million, ça commence à devenir copieux. Mais 1 million 100, on n'est tout de même pas dans les hauts ratios. On peut considérer qu'à partir de 1 million 3, 1 million 4, ça commence à devenir sympa. Là, c'est vrai que Starcade est resté, pas en seconde ligne, mais il est resté assez mobile. Il était en première ligne un bon moment. Alors, ils ont les 3 caps, c'est terminé, la bataille ne fait plus aucun doute. Après, il faut choper un Kagero et un Lexington. Ah, il arrive quand même à faire un petit peu de dégâts par-dessus l'île. Kagero qui a pris très cher. Et qui se fait sortir par le Charles Martel. Il n'y a plus qu'à attendre. D'ailleurs, Starcade, vous voyez, il n'a même pas relancé les moteurs. Il tente des lobes au-dessus de la montagne. C'est ce moment un peu embarrassant où on s'est embarqué dans un truc. S'il veut vraiment faire être optimisé, il va falloir qu'il fasse tout le tour de l'île, perdre le Lexington, perdre la visée. Et puis, bon voilà quoi, je veux dire, pas sûr de refaire des dégâts, il faut quand même qu'il en fasse un petit peu plus. Lexington qui recule à nouveau, qui essaye désespérément, voilà, normalement l'Edinburgh devrait le sortir à la torpille, parce que là il est vraiment pas loin. Et il devrait lui faire un tour de magie. Ouais. Voilà, les torpilles sont partis.
Kaboom. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il reste 4000 de points de vie au Lexington. C'est fini au canon. Retour au port avec le Gascogne et son splendide camouflage pucelle d'Orléans. Alors, les écrans de la bataille, c'est une victoire, 10 475 points pour Starcade, qui a un compte premium, et peut-être quelques camos qui vont bien, quelques flags qui vont bien, pardon, 524 d'XP libre, l'achievement premier 100, 30 coups à la cible, 2 citadelles, 3 navires coulés, 4 avions détruits, une base capturée, et 6 coups à la cible en secondaire. Il ne finit que second, petite centaine de points de retard sur le North Carolina, qui a beaucoup tanké. C'est petit explique aussi cela, il n'a qu'un seul kill, mais il a fait pas mal de tanking et peut-être aussi une capture de base. Je pense à la base A. Un petit peu déçu par la prestation du Kagero qui est très bas. Il méritait beaucoup mieux. D'ailleurs, les 2 DD n'ont pas été à la fête dans cette bataille. Les Lexington ont fait un travail, on va dire, assez cohérent de part et d'autre. Même si le Lexington ennemi a réussi à détruire un navire. 15 000 de dégâts sur un qui. 2900 sur le champ Martel qui a coulé aussi. Non, qui n'a pas coulé. Si, il a coulé. L'Alabama, 1947 points. L'Omogami, il a failli finir, mais on lui a un peu piqué sur le final. 19 000 sur le Lexington, 9 800 sur le Bismarck. En termes de kilométrage, il a parcouru 49 km 300, il est resté dans le même cadran, allant d'un point à un autre. Il a 40 points, donc il a le tiers des points de capture. Il a tanké pour 1 167 000, qui est quand même relativement correct. Hein. 152 obus tirés pour 30 seulement, c'est-à-dire un cinquième qui sont arrivés. C'est peu en termes de précision, c'est pas gégène, mais ça correspondrait à peu près à ce qu'on dit aussi par rapport aux cuirassés français qui n'ont pas toujours une précision de malade. 76 000 de dégâts, donc à la principale. Secondaire, 1914, parce qu'il y a eu quelques tirs effectivement à la secondaire. Voilà pour cette bataille et voilà pour cette vidéo. J'ai souhaité vous montrer ces 2 aspects de 2 navires qui sont quand même, ne l'oublions pas, pratiquement des sister ships, même si la configuration est un tout petit peu différente en termes d'agencement des canons. Le gameplay aussi du fait que les tourelles ne sont pas placées de la même manière sur l'un que sur l'autre. Pourtant, on a affaire à 2 joueurs qui ont eu envie de vraiment privilégier la mobilité par rapport à la, comment dirais-je, qui joue sur la mobilité des de leurs cuirassés français et qui joue là-dessus, contrairement à ce que beaucoup considèrent font avec, et je suis pas loin d'en faire partie d'ailleurs, c'est-à-dire avec un Richelieu assez immobile, ou assez peu mobile en tout cas, ce qui fait que même s'il tanque beaucoup, il n'est pas franchement fait pour ça, et on perd 50% de ses capacités offensives, puisque sa vitesse et son douce moteur ne servent plus à rien si on reste immobile. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, laissez vos commentaires parce que ça m'intéresse. Pour moi, les 2 batailles sont très révélatrices de la manière de se servir de cuirassés français. J'espère que je vous aurai convaincu. Allez, à très bientôt, si vous le voulez bien.